Il faut dire que la lutte contre la corruption a connu une nouvelle évolution dans notre pays. On va prendre le baromètre à partir de 2016. Depuis 2016 quand même, la lutte contre la corruption a évolué dans notre pays. Il faut dire que des mesures ont été prises, des sanctions ont été infligées aux gens. Le Béninois commence par prendre conscience vraiment de la corruption, de ce que la corruption peut avoir comme impact dans un pays. Parce que dans les années antérieures, on parlait de corruption, mais les gens ne se rendaient pas compte que c'est un fléau, c'est un phénomène qui pouvait nuire à l'évolution du pays. Mais depuis quelques années, on a fait des efforts considérables et aujourd'hui, on peut déjà commencer un peu par se réjouir de la place que nous occupons dans la lutte contre la corruption en Afrique. Sur 52 ou 53 pays, si j'ai bonne souvenance, nous sommes quand même placés 7e, c'est pas rien. L'administration Talon et le nouveau code pénal que nous avons et la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les Béninois ont peur de la corruption. Et donc, si les instances internationales peuvent constater qu'il y a du mieux, c'est tout juste cette peur-là qui a fait reculer surtout les administratifs béninois et ceux qui commercent avec l'État. Et c'est vrai, on dit que la sagesse commence, la peur du gendarme l'a créé la sagesse, on le dit, c'est pour paraphraser quelque chose. Donc je crois qu'on a mis en place un système quand même pour faire reculer la corruption. Mais cette corruption, elle est seulement dans le système administratif. Nos mamans et nos parents ont contribué à ancrer ce système de malhonnêteté dans le cœur des enfants et je crois que c'est ça qui facilite plus tard la corruption à tous les niveaux. Donc, c'est d'abord une question d'éducation. Je suis béninois, je suis dans le pays. J'apprends que nous sommes classés au niveau international à ce stade-là. Je crois que quelque chose est fait et donc il faudrait que nous nous rendions compte qu'il y a des efforts, il y a des avancées parce que marche à reculons, lorsqu'on fait une marche à reculons, on n'était pas à ce classement-là et donc c'est la preuve que les institutions mises en place par le pouvoir en place pour pallier à ce mal-là, à ce fléau qui arrière, quelle que soit la nation, le pays, je crois que les efforts sont en train de payer et nous nous en réjouissons et nous espérons que ça ne va pas, on ne va plus redescendre de ce classement-là. Les citoyens même doivent s'autodiscipliner en matière de corruption parce que ça n'a l'air de rien. En tant que citoyens, nous commençons déjà par corrompre à partir de la maison, cette petite cellule familiale qui n'est rien du tout, où les parents n'arrivent pas à faire comprendre aux enfants que je peux t'envoyer sans te donner quelque chose en retour. Donc ça commence déjà par là. Si moi, en tant que parent, pour envoyer mon enfant, je dis, va me chercher le gobelet là, après je vais te donner de l'eau. Après, je vais te donner des bonbons. Ça, c'est déjà une forme de corruption. Tu peux envoyer ton enfant tout en lui disant après, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Il est encore préférable que les parents mettent le mot s'il te plaît lorsqu'ils envoient des enfants, lorsqu'ils commissionnent des enfants, que de dire que s'il te plaît, chérie, tu peux aller me chercher le gobelet là. Après, maman va te donner des biscuits, maman va te donner... C'est déjà le début de la corruption. Et nous, en tant que citoyens, nous devons jouer notre partition plus que les gouvernants même, parce que c'est nous-mêmes qui sommes d'abord auteurs de la corruption. Il faut tout de suite que les hommes reconnaissent que ce sont eux qui exercent le pouvoir de la corruption. Parce que le corrompu, c'est l'homme. Et celui qui corrompt, c'est l'homme également. Et donc, si chacun prenait la responsabilité, si chacun se rendait compte du fait que nous tous, nous jouons une partition en ce qui concerne l'exercice de la corruption, que ce soit dans nos institutions, dans nos administrations, dans nos différents lieux de travail, je crois que chacun apportera sa pierre à l'édifice pour qu'on dise que le Bénin n'est plus un pays de corruption. La dépression, c'est un trouble mental courant
l'un des troubles mentaux les plus courants. Et c'est un trouble de l'humeur qui se manifeste par la persistance d'un état de tristesse, la perte d'intérêt pour tout ce qui nous est vital, comme aller au boulot, manger, sortir, se distraire. Et généralement, les chiffres disent que c'est un mal qui se vit plus par les femmes que par les hommes. Il y a des causes qui sous-tendent la dépression et il y a les causes qui favorisent cela. Celles qui sous-tendent sont de 3 ordres. On a les causes sociaux, les causes psychologiques et les causes biologiques. C'est-à-dire, quand je parle du biologique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont biologiquement conditionnées à faire de la dépression. De par leur constitution biologique, ils sont aptes à en faire régulièrement. Les causes sociaux peuvent être des causes qui se sont installées dès la petite enfance, déjà de par l'environnement familial et tout, la manière dont l'individu grandit. Et les causes psychologiques aussi peuvent venir de là, mais surtout de par sa personnalité. Il y a des types de personnalités spécifiques qui sont susceptibles de faire de la dépression. Maintenant, les causes favorisantes sont de tous ordres. N'importe quoi qui pourrait générer du stress au niveau de l'individu est une cause favorisante de la dépression. La perte de l'élan vital, la perte d'intérêt pour les choses basiques ou les choses vitales de la vie, c'est déjà quelque chose qui handicape l'homme. Donc les conséquences sont multiples. Mais il y a une conséquence phare dont on parle peu, ce sont les conséquences liées au suicide. Le syndrome dépressif majeur, quand il n'est pas bien suivi, aboutit souvent au suicide. Et c'est en ça que je disais au départ que les chiffres sont biaisés quand on dit que les femmes font plus de la dépression que l'homme. Parce que les chiffres de suicide sont contraires. Les hommes se suicident plus que les femmes. Les chiffres l'ont dit et c'est clair. Alors, si les hommes se suicident plus que les femmes, c'est que quelque part, l'homme, de par les pesanteurs socioculturelles, n'arrive pas à accepter déjà sa vulnérabilité, à aller vers des personnes pour dire j'ai besoin d'aide, je ne me sens pas bien, je vais ci, je vais ça. La femme, par contre, elle a cette tendance à facilement venir dans les services qu'il faut, ou même à aller chez la voisine pour se dire voilà, je ne vais pas bien, aidez-moi et tout. Donc cela fait que l'homme ne vit pas la dépression de la même manière que la femme. Il sublime un peu cela et au moment où c'en est de trop, il peut entrer rapidement dans le suicide. Donc déjà à partir du moment où vous avez ne serait-ce que des idées suicidaires, c'est vraiment alarmant. Juste des idées déjà, il y a de quoi s'inquiéter. C'est la conséquence phare de la dépression, à part toutes les autres conséquences de vie que cela peut engendrer. Si nous sommes avec des personnes qui ont une disposition biologique, on ne peut pas l'éviter. Mais par contre, on peut prévenir à travers des actions, un mode de vie sain. Et un mode de vie sain, ce n'est pas que manger sain, ce n'est pas que avoir dormi aux heures qu'il faut, ce n'est pas que avoir une activité sportive, ça va au-delà. Le mode de vie sain, c'est déjà dans le choix, par exemple, des personnes qui nous entourent. Il faut savoir choisir le conjoint ou le compagnon de vie. C'est très important, les gens banalisent cela. Ou la conjointe ou celle avec qui on veut passer notre vie. Il faut savoir choisir nos amis. Parce que y a une forte portée relationnelle dans la dépression. Ceux qui nous entourent peuvent favoriser cela ou peuvent même empêcher cela. Et si on choisit les mauvaises personnes autour de soi, on est susceptible de faire de la dépression. Autre moyen de prévention, c'est déjà d'accepter de se faire consulter régulièrement. L'Africain, normalement, l'Africain, homme comme femme, n'a pas cette tendance à aller vers les consultations psy par rapport à l'occidental. On se croit résilient à tout, alors qu'en fait, non. On vit les choses autrement. Notre éducation ne nous permet pas de nous plaindre plus facilement. Mais ce qu'on vit, on le vit réellement et ça nous détruit. Donc il faut déjà peut-être avoir de ces actions, des consultations de routine, à défaut d'avoir des consultations périodiques, des routines, histoire de voir à quel niveau je suis. Et surtout quand vous commencez par remarquer ces symptômes qu'on a listés au départ, n'hésitez pas à aller consulter, vraiment. Sinon, le pas entre la dépression et le suicide est très infime.
Pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retirent de cette organisation? Il y a bien sûr plusieurs raisons. Au nombre de ces raisons, nous avons déjà le changement de régime à la tête de ces États, des coups d'État, à la faveur bien sûr des coups d'État. Nous avons constaté que les nouvelles autorités de ces trois pays constituant l'Alliance des États du Sahel ont prononcé des discours, ont adopté une position assez à l'encontre de la France et qui ont accusé la France de plusieurs accusations, voilà, de plusieurs faits. D'abord par rapport à la gestion de la question sécuritaire dans le Sahel. Non seulement cela, il y a également des discours souverainistes qui sont prononcés et puis c'est une dynamique qui change. On veut être de plus en plus indépendant. On ne veut pas dépendre de la France quand il s'agit de prendre des décisions d'une certaine nature. Ces pays ont même reproché à la CEDEAO d'être une institution à la solde de puissances étrangères. Et nous savons bien de la puissance étrangère dont nous parlons. Et donc, tout ceci associé au comportement paternaliste et au traitement différent qui est réservé à ces pays qui ont décidé de prendre leur destin en main. Donc aujourd'hui, le retrait du Niger de cette organisation a un impact symbolique très fondamental. C'est pour dire que c'est pour dire que le Niger a perdu confiance en la vision de l'OIF. Cette vision auquel elle a contribué à instaurer, à promouvoir. Donc l'organisation se trouve amorchée suffisamment par le retrait de l'un de ses membres fondateurs qui remet désormais en cause tout ce que cette organisation a pu créer depuis des années 55 ans déjà. Et puis c'est un coup dur porté à l'organisation. Dans le langage des relations internationales, il y a ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir de l'influence à travers les organisations, la culture, les valeurs qui sont développées, qui sont communiquées un peu partout dans le monde. Et l'OIF est un élément clé et essentiel du soft power français. Et aujourd'hui, quand nous nous retrouvons dans un contexte où la France perd de plus en plus d'influence dans l'espace africain, c'est pas seulement le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad même a demandé le départ des forces françaises. Nous avons la Guinée dont le discours n'est plus le même. Nous avons le Gabon, ainsi de suite. Donc la France est en train de perdre influence. L'OIF, c'est des engagements. Et tous les États sont libres de se retirer quand ceux-ci trouvent que ça ne leur convient plus. Cependant, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours au Mali, au Burkina Faso. L'OIF est implanté et ce sont des projets de nature communautaire qui affectent, dont l'impact se fait ressentir de plus en plus au niveau des populations, des communautés. Si aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de se retirer de cette association, ou bien se sont retirés de cette organisation plutôt, automatiquement ils perdent ces avantages-là par rapport au projet. Alors la question est de savoir si le Niger a bien pesé la décision avant de la prendre. Est-ce que le Niger a les moyens d'assurer la survie et le développement des projets en cours de l'OIF pour permettre aux populations de bénéficier de cela. Ce que les États africains doivent retenir aujourd'hui, ce n'est pas de rompre définitivement avec le partenaire français ou le partenaire allemand, le partenaire belge. Non, ce n'est pas cela qui importe aujourd'hui. Ce qui importe pour les États africains, selon le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est de pouvoir tirer avantage de chacune des coopérations, de chacun des partenariats. Je pense que les États africains, principalement les États de l'AES, devraient prendre en compte pour pouvoir assurer quand même une survie de leurs États et tirer le profit au maximum des coopérations qui leur sont faites.
Au Sénégal, après la Cour des comptes, c'est au tour du Fonds monétaire international de remettre en cause les données de l'exercice budgétaire 2019-2023. Une mission de l'institution de Bretton Woods qui a séjourné dans le pays du 18 au 24 mars a revu à la hausse le déficit budgétaire pour la période de 5,6 points de PIB, alors que la dette publique est passée de 74,4% à 99,7% du PIB en 2023, relevant au passage une dette cachée par le régime de Macky Sall d'environ 7 milliards de dollars entre 2019 et 2024. Selon le FMI, le déficit budgétaire du pays est établi à 11,7% du PIB et la dette de l'administration centrale est estimée à 105,7% du PIB à fin 2024. Pour le PASTEF au pouvoir, Macky Sall et ses complices doivent être jugés pour haute trahison après la divulgation de la dette cachée. Plongé dans une réflexion alors que l'intégrité de son pays est mise à mal par le M23 soutenu par le Rwanda, Félix Tshisekedi a sorti la carte de l'unité. Le président congolais a lancé des consultations inclusives en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le top départ a été donné lundi avec les formations de la majorité présidentielle, lesquelles ont salué l'initiative tout en appelant à la mise en place d'un gouvernement de guerre face à l'avancée des rebelles. Mais la machine tousse déjà et pour cause, la décision des partis politiques de boycotter le rendez-vous. Les formations de Moïse Katumbi, de Martin Fayulu et celles de l'ex-président Joseph Kabila refusent de cautionner des consultations parallèles visant à sauver un régime en crise. Pour ces partis, l'unique piste crédible reste celle des églises, les autorités ecclésiastiques ayant déjà pris langue avec toutes les parties prenantes, souligne l'opposition. Un hélicoptère de l'armée soudanaise amorce son atterrissage à l'aéroport de Khartoum, signe de la débâcle des paramilitaires et la reprise de la capitale soudanaise par les forces du général Al-Burhan au terme de plusieurs semaines de combat. Le président du Conseil souverain a d'ailleurs visité le palais présidentiel repris aux forces de soutien rapide. La capitale a été libérée, a-t-il déclaré mercredi. C'est la fin donc d'une bataille pour la reconquête de Khartoum, lancée par ses hommes en janvier, alors qu'en avril 2023, Al-Burhan et ses hommes quittaient la capitale et s'installaient dans la ville côtière de Port-Soudan sur la mer Rouge. Khartoum était alors sous la coupe des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdaglo. Mais la guerre est loin d'être terminée. Des pans entiers du pays échappent encore à l'armée. Au Soudan du Sud, le principal parti d'opposition a déclaré jeudi que l'accord de paix qui a mis fin à la guerre civile de 5 ans s'est effondré. Cette déclaration du mouvement populaire de libération du Soudan en opposition fait suite à l'arrestation de son chef, Riek Machar, mercredi soir. Le vice-président du parti, Oyet Nathaniel Pierino, a déclaré dans un communiqué que l'accord a été abrogé et que l'arrestation de M. Machar témoigne d'un manque de bonne volonté politique pour parvenir à la paix et à la stabilité. L'ONU a averti lundi que le pays était au bord d'une nouvelle guerre civile à la suite de combats dans le nord entre un groupe armé allié à Riek Machar et les forces gouvernementales. La guerre civile au Soudan du Sud, au cours de laquelle 400 000 personnes ont été tuées, s'est achevée en 2018 par un accord de paix qui a réuni le président Salva Kiir et Riek Machar au sein d'un gouvernement d'unité. Machar est l'un des 5 vice-présidents du pays. En Égypte, 6 personnes sont mortes et 9 autres blessées après le naufrage d'un sous-marin touristique. Les équipes de secours ont pu sauver 29 personnes selon un communiqué publié par le gouvernorat de la mer Rouge. L'accident s'est produit à Hurghada, station balnéaire à 460 km du Caire. C'est un haut lieu du tourisme en Égypte. L'appareil transportait 45 personnes de diverses nationalités.
Les causes du drame n'ont pas été communiquées dans l'immédiat. En novembre déjà, un yacht de tourisme a coulé en mer Rouge après avoir été averti de la présence d'eau agitée, selon les autorités égyptiennes. Lors de sa visite à Tokyo, le président brésilien Lula a critiqué la décision de Donald Trump d'augmenter de 25% les taxes sur les voitures importées, notamment celles venues du Japon. D'après ce que je sais, les États-Unis importent beaucoup de voitures japonaises et possèdent également de nombreux sites de production d'entreprises japonaises. Honnêtement, je ne sais pas quel est l'intérêt d'augmenter de 25% les voitures achetées au Japon. Donald Trump affirme vouloir relocaliser la production aux États-Unis. Mais selon le président brésilien Lula, cette mesure pourrait surtout faire grimper les prix pour les consommateurs et nuire à l'économie américaine. En d'autres termes, la seule chose que je sais, c'est que les Américains vont acheter plus cher. Et cette augmentation des prix pourrait entraîner une augmentation de l'inflation, ce qui signifie une augmentation des taux d'intérêt. Cette augmentation signifie une limitation de l'économie. Les constructeurs craignent une hausse des coûts et une chute des ventes. Kylian Mbappé fait son entrée au musée Madame Tussauds à Londres. Ici, le capitaine des Bleus pose chez lui à Madrid, devant sa statue de cire, qui rejoindra bientôt la capitale britannique. La star du Real a déjà été mise à l'honneur du côté de Berlin en mai dernier. Le Français figure aussi au musée Grévin de longue date. C'est un grand honneur. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé et participé à ce projet, car c'est une grande réussite pour moi, un grand honneur de faire partie de la famille Madame Tussauds, et je suis vraiment heureux et encore plus grand quand vous voyez le résultat. C'est incroyable et je suis vraiment fier d'être ici pour voir cela. C'est donc un grand jour pour moi. La statue arrivera sur le site de Baker Street juste avant l'arrivée de la star française avec le Real Madrid pour affronter Arsenal en Ligue des Champions le 8 avril. La colère gronde dans le nord de Gaza. Mercredi, des habitants ont manifesté contre le Hamas sur la place d'un marché. Une foule a scandé des slogans hostiles aux groupes armés pour dénoncer la guerre. Les pancartes affichaient « Arrêtez la guerre » ou encore « Le sang de nos enfants n'est pas bon marché ». Les manifestants visent le Hamas et Israël, mais aussi l'autorité palestinienne et les médiateurs arabes. Cette colère éclate après la reprise des bombardements, une semaine après la fin du cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis d'intensifier la guerre jusqu'à la libération des 59 otages. Les combats à Gaza se poursuivent. Plus le Hamas persiste dans son refus de libérer nos otages, plus la pression que nous exercerons sera forte. Et je dis au Hamas, cela inclut la saisie de territoire et cela inclut d'autres choses que je ne dirai pas ici. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 50 000 personnes ont été tuées depuis octobre. Mercredi, 39 nouveaux corps ont été recensés.